Nous avons donc le plaisir ce matin d'être en compagnie Aleph Bet ou Avraham Ben Yehoshua. Qu'est-ce que vous préférez? Aleph Bet Yehoshua, vous pouvez dire Avraham, vous pouvez dire ce que vous voulez. On peut dire surtout génie et plus grand monument de la littérature israélienne vivante. C'est un plaisir de vous avoir sur RCG avec nous. On va parler avec vous de votre dernier roman, Le Tunnel, qui vient de paraître chez Grasset. Vous êtes en France quelques jours pour une tournée un peu marathon, non? Marathon, très marathon, oui. Vous aimez ça ou pas? Non, c'est vraiment trop. C'est trop. J'ai 82 ans et ça c'est trop. J'ai eu à peu près, je peux vous montrer, c'était à peu près 35. Aujourd'hui, j'étais 2 fois dans les maisons de radio sur la passage Kennedy. Et puis le matin à 7h30, c'était, je ne sais pas, je suis comme un objet, on me prend, on me met... Mais parce que tout le monde a envie de vous écouter, tout le monde a envie de vous poser des questions et tout le monde a envie de vous écouter, et particulièrement sur ce livre qui est votre 12e roman, Le Tunnel. 13e, c'est rare. 13e roman. Un livre, je vais raconter l'histoire un tout petit peu rapidement et après on va en parler. C'est l'histoire de cet homme, cet ingénieur des routes qui est à la retraite, qui découvre dès le début du livre qu'il est atteint de démence, qui a une épouse formidable qui s'appelle Dina, qui est pédiatre. C'est un couple qui est extrêmement solide, très amoureux encore, et on va en parler. Et sa femme et le neurologue d'ailleurs lui disent bon, il faut reprendre espoir en la vie, il faut travailler, il faut faire des choses, etc. Et donc il va reprendre le travail et va devenir l'assistant bénévole et pas très déclaré d'un de ses successeurs. Et ils vont se retrouver dans le Negev avec toute une histoire autour d'une route militaire secrète. Faut-il construire un tunnel ou pas? Alors là, on va en parler un peu plus dans le cœur du livre. C'est un livre qui parle de la maladie, évidemment, mais c'est un livre qui parle beaucoup d'identité, de mémoire, de chemin. Et au-delà de l'histoire de ce couple, c'est évidemment le parallèle avec Israël et avec les routes à prendre, peut-être, ou à ne pas prendre. Ce personnage, il est extrêmement attachant, d'abord. Comment vous l'avez construit? Comment vous l'avez imaginé? Et je ne sais pas comment il est venu à mon esprit, mais peut-être il est venu selon un ami, un écrivaine israélienne, très connu, pas assez connu ici, mais ses œuvres ont été traduites. Il était un grand ami d'Amos Oz et de moi, nous étions les trois. Il s'appelle Yoshua Knaz, c'est un des traducteurs les plus efficaces de la littérature française en hébreu. Il a traduit Balzac, il a traduit Proust, il a traduit Simon, etc. Et puis, lui, il a commencé à avoir des demandes, et puis, le commencement de la maladie, surtout parce que ce n'est pas d'un jour à l'autre. Il y a les processus. Et les processus, nous pouvons voir le processus. Il était très attaché à nous et à ma femme et la façon dans laquelle il se moquait de ce qui se passe avec lui. Ça donnait un petit peu l'humour aussi quand j'ai créé le personnage de Tzvi Luria. Finalement, il est maintenant déjà, il est totalement coupé de la vie et il ne sait pas même qu'Amos a décédé. Et Amos l'aimait énormément et moi aussi. Nous étions les trois, nous avons fait des repas comme ça. Il était célibataire, je ne sais pas s'il était tout à fait homosexuel, il était sur la frontière comme ça, mais à mon avis, il m'a donné une sorte d'inspiration dans le processus de cette maladie. C'est quelque chose qui vous... Je ne savais pas que c'était par rapport à un ami, donc j'avais préparé ma question là-dessus, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, ce type de maladie, le fait de perdre la mémoire? Non, pour moi, je ne sais pas. Cette maladie, les malades ne connaissent pas qui est le malade. Le problème est l'environnement surtout. Mais maintenant, ça devient de plus en plus populaire parce que la vie se prolonge. Et puis, j'étais dans des congrès. Maintenant, je suis un membre honoré de quelques associations qui s'occupent de ça. Même, vous voyez ici, il y a... Et puis, on nous dit que ça, c'est la maladie de le futur, parce que il y aura plus en plus de gens qui vont être atteints de cette maladie.
Alors son épouse, Dina, je disais, c'est un couple extrêmement attachant, extrêmement amoureux. Elle est pédiatre, elle continue de travailler. Et il y a des tas d'exemples de l'attention qu'ils portent l'un à l'autre. Elle l'attend pour déjeuner, il lui prépare à manger. C'était important aussi pour vous que dans cette maladie, dans ces problèmes qu'il doit affronter, il y ait ce soutien, il y ait cette femme à côté. Non, ce n'était pas par contre de la maladie, c'était toujours, ça veut dire, c'est le reflet de ma vie aussi. C'est comme ça que je vis avec ma femme qui a décédé pendant la création de cet livre. Et évidemment, elle était psychanalyste, elle a eu son clinique à la maison. Et moi, évidemment, j'ai préparé là, parce que moi, comme un écrivain, j'ai plus de temps de faire ce que je veux. Je suis pas attaché à des personnages qui viennent. Alors, la vie amoureuse d'un couple, pour moi, c'était quelque chose de très naturel. Et ce personnage de Dina ressemble un petit peu à ma femme. Et puis, après sa mort, elle est morte après 70 pages que j'ai écrit ici. Alors, de temps en temps, quand j'écris ce que Dina dit, je dis, Ika pouvait dire ceci. C'est la parole d'Ika. Alors, je l'ai mis dans le roman. On va reparler du personnage évidemment, mais ce livre, on a dit, c'est aussi beaucoup question d'identité, parce que forcément, avec ses pertes de mémoire, il se demande qui il est, qui il était, qui sont ces gens parfois qui se remet à rencontrer. Et vous, j'ai vu que vous aviez dit que votre identité, elle est plus israélienne que juive. Comment on explique ça? D'abord à la fois aux juifs de France qui ne comprennent pas forcément ça, et encore plus aux non-juifs. Le fait de se dire voilà, mon identité, elle est plus israélienne que juive. Ah bon, israélienne, ça c'est la source des Juifs. Et il y avait ici Moïse, il y avait ici Isaïa, il y avait ici Jérémie, David, Shlomo, etc. Si vous allez demander qui vous êtes, ils vont dire nous sommes israéliennes. Ils ne savaient pas du tout le mot juif. Dans toute la Bible, il y a peu de fois qu'il y a le mot juif. Si vous allez à l'encyclopédie hébraïque, au terme juif, il va vous dire juif, regardez Israël. Regardez Israël parce qu'Israël, c'est la source. Dans tous les livres de prière, il n'y a pas le mot juif. C'est toujours Israël. La terre s'appelle Israël, l'État est Israël. Évidemment que c'est ça l'identité. Mais le problème ici, c'est que nous vivons dans une période de politique d'identité. Ça veut dire, et surtout en Israël, je pense aussi en France, l'identité devient un élément plus remarquable qui était auparavant. Religieux comme ça ou religieux comme ça, laïque, féministe, homosexuel, et arabe, et chrétienne, musulman, ça devient plus en plus noter la question d'identité. Ce n'est pas seulement en Israël, mais la politique d'identité. Rivlin, notre président, parlait des 4 tribus, et il a parlé de ça, mais je pense que nous avons 10 tribus, pas seulement 4 tribus. Et les Arabes palestiniens aussi, il y a des identités différentes. Et à mon avis, ça devient très, très négatif, la question d'identité des groupes. Et à mon avis, il faut quand même créer, si on peut dire, tunnel entre l'identité différente. Les tunnels pour faire des liens. Sans confronter, sans détruire l'identité, mais faire des tunnels entre identités différentes. Et ça, c'est important. Et vous dites à un moment dans le livre que chacun pense que la route qui sépare chaque partie pourrait ruiner son identité. Oui, ça veut dire là-bas, il y a un problème spécifique dans le Negev. D'abord, c'était une décision très, très farouche de mettre la Seine, surtout la fin de la route, dans le désert, dans le Negev. On oublie qu'en Israël, la moitié d'Israël, c'est le désert. La moitié d'Israël. Et puis là-bas, on vit à peu près 40 ou 50 000 juifs, c'est tout. Et les Bédouines, c'est tout. Alors, ça, on a négligé le Negev. On a mis les Juifs dans la Cisjordanie, dans la bande de Gaza. Maintenant, on ne peut pas les retirer. Et nous allons faire un État binational à cause de ça. Et puis, au lieu de
cultiver le Negev et de mettre et développer le Negev. On peut développer le Negev. J'ai mentionné ici les Nabat. Il y avait un peuple qui vivait dans le Negev, qui a fait beaucoup de choses dans le Negev. Et puis, surtout, le personnage de Ben Gurion, qui était le grand... Mais évidemment. Ben Gurion et le Negev. Alors, il y a un moment donné où, quand ils arrivent sur la route, ils arrivent à la tombe de Ben Gurion. Et vous rappelez, c'est drôle parce qu'on y a tous été. J'avais pas remarqué cela, qu'il y a il y a 3 dates sur la tombe de Ben Gurion. Il y a sa date de naissance, la date de son arrivée en Israël et la date de son décès. Vous pensez que pour chaque Juif ou pour chaque Israélien, du coup, cette date d'Alia, c'est une autre naissance, c'est une autre renaissance? Pour lui, il a dit, je suis né 2 fois. Je suis né à Pologne et puis je suis né quand je suis venu ici. Mais le fait qu'il a préféré être enterré dans le Negev, dans cette kibbutz, sans mentionner qu'il était le fondateur de l'État. Fondateur de l'État, Premier ministre, ministre de la Défense et tout cela. Il n'est pas aussi enterré dans les Har Herzl. Oui, Har Herzl, ça veut dire la place à laquelle tout le monde... Ouais. Ça, c'était un personnage vraiment spécial. Je pense qu'il y a des ressemblances avec De Gaulle aussi, et à sa façon. Mais De Gaulle a évidemment eu une autre histoire, mais c'était vraiment le personnage clé de la société israélienne, et jusqu'à maintenant. Vous allez ouvrir un journal et vous allez voir des références vers Ben Gurion. Il y avait des premiers ministres qui ont été oubliés totalement. Il y aura des références à Ben Gurion, il y aura des références aussi à Jabotinsky. Et vous savez que j'ai créé une pièce de théâtre sur leur rencontre à 1934 à Londres, quand ils voulaient faire la paix entre eux. Et Jabotinsky aussi, qui était un personnage magnifique, écrivain, qui a décédé en 1940, mais qui lui voyait la Shoah qui vient, et il a averti les Juifs en disant aux Juifs, si vous n'allez pas détruire la diaspora, la diaspora va vous détruire. Et ça a été le fait historique. Pour revenir à Ben Gurion, dans le livre, à un moment donné, votre héros dit que Ben Gurion disait que les Bédouins, vous êtes des Juifs qui avaient oublié que vous étiez Juifs. Oui. Il y avait cette théorie, et c'est pas seulement de Ben Gurion, il y avait la théorie aussi du président Ben Tzvi, qui était l'ami de Ben Gurion. Il y avait cette théorie au commencement du sionisme, à la fin du 19e siècle et au commencement du 20e siècle, que les Falahs et les Arabes, c'était des Juifs qui restaient ici après la destruction du deuxième temple, mais ils se sont convertis soit au christianisme et après à l'islam. Ça veut dire au point de vue de DNA, comment on dit en français DNA? L'ADN. ADN, on peut trouver des sources, des similarités entre ça. Et ça peut donner maintenant quelque chose pour l'avenir. Ça veut dire quand on parle d'un État, et le fait que finalement les Palestiniens dans la Cisjordanie seront inclus dans l'État d'Israël, parce que la solution des 2 États est foutue par ce qu'Israël a fait là-bas, et les Palestiniens aussi, mais la façon dans laquelle on ne peut pas séparer les deux peuples. Alors, il vaut mieux penser que les Palestiniens étaient des Juifs qui ont Vous pensez que ça passera mieux comme ça? Ça va améliorer la relation. Je ne sais pas s'ils seront contents de penser qu'ils étaient Juifs à l'époque. Mais peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas? Vous pensez que c'est la seule solution? Aujourd'hui, la solution à 2 États, celle pour laquelle vous avez milité pendant des années, celle pour laquelle vous avez œuvré aussi avec les accords de Genève, vous vous dites... Terminé. Pas possible à cause des 400 000 Israéliens qui vivent là-bas. On peut pas, d'abord, on peut pas diviser Jérusalem en 2 capitales. Et les Palestiniens ne vont pas renoncer à Jérusalem. Ce n'est pas possible. Il y a là-bas les mosquées, il y a là-bas tout cela. Alors, il y a la question aussi d'évacuer les 400 000 Israéliens qui vivent là-bas. Ce n'est pas possible. C'est déjà foutu. Il reste pour les
Palestinienne, 22% de la Palestine. Moi, je pense qu'on doit se préparer à un État. Évidemment, on doit trouver les moyens, etc. Les Juifs ne viennent pas. L'antisémitisme ne vous pousse pas assez. C'est-à-dire, il faut grandir l'antisémitisme. On devrait venir tous. Évidemment, c'est la chose la plus terrible que les Juifs ne viennent pas. Et la chose la plus terrible de ce gouvernement de Netanyahou, qui est le gouvernement de droite et de sionisme, il parle tout le temps de sionisme, mais il ne parle pas d'Aliyah. Il ne demande pas les Juifs, ils viennent en Amérique. Au lieu de parler l'Amérique, les Juifs américains, nous sommes grands, etc., ils doivent dire à eux, venez. Il y a 5 millions de Juifs américains, je ne sais pas combien il y a, des vrais Juifs ou des Américains d'origine juive. Il y a 2000 qui viennent par an. 2000, c'est tout. C'est pas possible. Et ils ne bandent pas. Et aussi, avec les Juifs français, seulement quand il y a l'antisémitisme, il dit, venez, comme si c'est la seule raison de venir en Israël pour l'antisémitisme. Pas pour être un Juif total en Israël. C'est la question qu'on allait, effectivement. Oui. Quand vous dites juif total, pour vous, c'est quand on est en Israël. Quand on est en diaspora, on n'est pas un juif total. Oui, vous n'êtes pas fier, vous êtes français. Vous ne connaissez pas même la langue. Si, Annie Mevina. Oui, vous, mais personne ne fait. Et puis, tout est français ici. Et puis, chez nous, l'identité israélienne, c'est comme l'identité française. Si vous allez demander un Français, quelle est l'idée, de quoi l'identité israélienne et française est composée? Il va vous dire la Tour Eiffel, les fromages, les vins, la politique, les rues, l'histoire, Racine, Molière, tout c'est là la façon dans laquelle nous buvons les cafés, le matin sur les comptoirs, dans les cafés, tout cela, c'est l'identité, évidemment, les valeurs aussi, liberté, égalité, fraternité. Tout cela, quand il y a, et puis, notre histoire, la fait, comment nous avons conduit dans la Deuxième Guerre mondiale, tout cela se ramasse à créer l'identité. Alors, justement, j'ai noté, c'était l'été dernier, quand il y a eu la fameuse loi Nation, vous avez publié une tribune dans Libération, je veux juste relire quelques lignes. Vous écriviez « De même, les Juifs dans le monde, qui ne sont pas citoyens israéliens, ne comprennent pas comment exactement on les inclut de manière globale dans la nation juive. Est-ce qu'un juge juif à la Cour suprême des États-Unis, dont le rôle est d'interpréter la Constitution américaine, est lui aussi un membre de la nation juive, et en quel sens cette nationalité s'harmonise-t-elle avec sa citoyenneté américaine? S'agit-il d'une convergence ou d'une contradiction? Et si ce juif considère sa judéité uniquement comme une composante culturelle ou religieuse de son identité américaine, Benjamin Netanyahou est-il autorisé à lui imposer une nationalité dont il ne veut pas dans un rapport manifeste avec l'État d'Israël? Point d'interrogation. Oui, c'est ça. Ça veut dire le fait que Netanyahou a déclaré que nous sommes une nation juive. Il y a des juifs dans le monde qui voient leur judaïsme comme seulement un aspect culturel et pas un aspect national ou quelque chose de religieux. C'est-à-dire il y a plusieurs interprétations. Vous ne pouvez pas imposer, surtout les juifs dans le monde, une certaine nationalité en disant vous êtes partie de la nation juive. Ça va créer aussi, ça crée aussi des problèmes entre votre environnement. Je sais, les Français demandent est-ce que vous êtes français ou vous êtes une partie de la nation juive et vous réagissez selon l'intérêt juif et pas l'intérêt français. Alors, tout cela, c'est question. Mais même quand vous devez demander aux Juifs, venez, il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas seulement pleurer, mais puis dire l'année prochaine à Jérusalem, si vous ne venez pas, au moins, effacez la phrase que vous dites dans le Seder l'année prochaine à Jérusalem. Si vous n'avez pas l'intention de venir, effacez la phrase. On enlève le Shana Haba. Parce que nous attendons ça et puis vous venez pas. On a envie de venir quand on vous écoute, c'est sûr. Hein. Et quand on lit le livre aussi, parce qu'il y a des très belles pages, évidemment, de descriptions sur Israël, sur le Negev, sur le désert, sur les rapports avec son fils aussi, quand à un moment donné, il a du mal à dormir et il l'appelle et son fils qui connaît les étoiles. Et voilà, ça aussi, c'était de montrer, c'est ce qui compose votre vie, cet amour de la terre d'Israël, du désert, peut-être des étoiles aussi.
Oui, et surtout la façon dans laquelle les relations entre les deux ingénieurs, les vieux ingénieurs et les jeunes ingénieurs, les rapports, ils deviennent comme son père, parce que son père est malade de la maïmonie. Et puis, et ça pour moi, c'est la question, perdre la mémoire. Il faut savoir, nous avons trop de mémoire. Et trop de mémoire. Moi, trop de mémoire tue la mémoire. Il faut un petit peu diminuer l'intensité de la mémoire. La Shoah, encore une fois, la chose, les guerres et tout cela, ça devient un petit peu trop. Ça veut dire on est plongé dans la mémoire sans voir un petit peu la réalité. On ne regarde pas assez la réalité et l'avenir, parce que l'avenir nous met énormément de défis. Alors, je sais que finalement j'ai un petit peu, et ça c'était au commencement de l'État, par exemple, il n'y avait pas un jour mémorial à la Shoah. Imaginez-vous, après la Shoah, 45, pendant 5 ans, il n'y avait pas un jour mémorial de la Shoah. On ne parlait pas de la Shoah. C'est-à-dire, la Shoah est devenue la religion juive. La religion juive. C'est dur de dire ça. Non, mais ça nous bloque. Il faut voir la réalité. Il faut voir l'avenir. Il faut voir comment nous sommes intégrés dans la région. Comment seront notre relation avec les autres. Il faut un petit peu réduire l'intensité de la Shoah. Et au lieu d'apprendre l'hébreu, par exemple, l'hébreu, c'est beaucoup plus important. Ce n'est pas possible que nous sommes un peuple qu'on ne peut pas parler entre nous. Nous parlons l'anglais cassé entre nous. Vous parlez, parce que vous parlez français, c'est ça l'avantage aussi. Peut-être, mais on devait parler entre nous. Nous n'avons pas une langue commune. Si. Les Russes, les Juifs russes et les Juifs américains parlent dans un anglais cassé, d'anglais mauvais. Non, il faut avoir au moins une langue commune. La langue et le pays. Il est question beaucoup de routes, évidemment, dans le tunnel. Il y a cette famille qui est sur cette colline, qui est assez mystérieuse au début, puis après, au fur et à mesure du livre, on apprend ce qui s'est passé dans cette famille. Et le fait que lui veut à tout prix éviter de les embêter, de les déranger, c'est toute une symbolique aussi qui derrière cette famille. Il y a une place dans laquelle il y a les rencontres les plus intimes, les relations les plus intimes entre Israéliens et les Palestiniens, et ça, c'est l'hôpital. L'hôpital. À un moment donné, oui. Alors il y a la scène où il est sur le toit, exactement, où il dit voilà, tout est à touche-touche. Et puis il y a c'est pour le bon et pour le mal. Ça veut dire, il y a vraiment, moi, quand j'étais à l'hôpital, maintenant même avec Amos, j'étais 2 jours avant sa mort. J'étais dans sa chambre, il y avait une Palestinienne là-bas. Je savais pas, je pense que les Palestiniens ne savaient pas que c'est Amos Oz. Il était là-bas comme ça, il a tourné, et c'était mais ce n'est pas seulement que nous traitons les Palestiniens nous traitent aussi. Ça veut dire qu'il y a des chefs de clinique qui sont palestiniens. Il y a un chef de l'hôpital d'Anaria qui est une Palestinienne. Ça veut dire les Palestiniens et les Juifs, et puis tout cela que j'ai parlé de cette organisation qui prend chaque jour, il y a des centaines de voitures israéliennes qui vont à la barrière dans la Cisjordanie pour prendre des malades, des enfants, etc., pour traitement. Et puis moi j'ai sorti plusieurs fois avec des groupes de médecins, très très seniors médecins, les chefs de cliniques en retraite qui viennent au camp des réfugiés dans la Cisjordanie, et puis ils ouvrent des cliniques samedi pour eux. Alors, il y a ces relations. Et ces relations aussi créent aussi la possibilité de savoir qu'est-ce qui se passe chez le Palestinien. Bien sûr. C'est-à-dire, quand vous connaissez la maladie de votre adversaire, vous avez le pouvoir sur lui. Alors, il y a les côtés évidemment humains et magnifiques, mais il y a aussi les côtés des renseignements. Et cette chibolette, évidemment, a fait cette manœuvre avec cette famille, et surtout cette Palestinienne qui voulait sauver sa femme. Alors, il a vendu des terres qui ne l'appartiennent pas. Alors, les officiers les protègent
parce que lui aussi a si on va révéler toute cette affaire, on va pas tout raconter parce qu'après il y a d'autres choses dans le livre. Vous disiez il y a quelques instants que vous étiez avec Amos Oz quelques jours avant qu'il ne parte. C'était quoi les conversations entre Amos Oz et Aleph Bet Yehoshua? Nous avons parlé de plusieurs choses. Il y avait nous avons eu des rencontres, il y avait téléphone chaque semaine, il y avait le jour, lundi à 7h du matin. C'est vrai? Il m'a téléphoné. Et puis on parlait, et les Shabbats, surtout dernièrement, je suis allé chez lui après la mort de ma femme, et il était aussi un petit peu malade, alors j'étais chez lui à 7h30 du matin, le Shabbat, pour discuter. Sa femme était encore endormie, et nous avons dernièrement, évidemment, nous avons coordonné beaucoup de notre position sur la question des camps de paix. Mais dernièrement, nous avons eu une discussion sur la question des deux États et un État. Et lui, il était furieux parce que j'ai dit, ce n'est pas possible. Alors, nous avons discuté. Et puis, quand il vraiment, mais je sais pas, il tenait encore que c'est possible. Et j'ai dit, ce n'est pas possible. Vous voyez pas la réalité. Et pour lui, c'était un choc. C'était trop dur, oui, peut-être à admettre. Quand il était malade, j'ai dit, j'arrête maintenant de parler d'un État jusqu'à ce que vous serez guéri. Après, on va continuer le débat. Et puis, nous avons changé des manuscrits, même les manuscrits littéraires, et surtout, l'amitié, ce n'est pas seulement avec lui, mais surtout avec lui, avec Grossman, etc. C'était aussi une amitié pour coordonner notre position au point de vue idéologique, au point de vue politique. Ce n'est pas seulement question de littérature, c'était question que nous étions en bataille contre la droite, contre la droite religieuse qui a commencé à définir autrement le sionisme. Et tout cela, on devait donner des armes un à l'autre pour mieux lutter. Vous me disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'on parle hébreu. Vous parlez un français absolument parfait. Non. Si. Vous avez vécu en France, je crois, pendant 3-4 ans. Qu'est-ce qui vous reste de 63 à 67? Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir de la France? Et qu'est-ce que ça représente pour vous, la culture française? Pour moi, la France était très importante. C'était quand j'ai rencontré ma femme qui a eu 19 ans, était encore soldate. Elle a dit, bon, on va se marier parce que j'ai dit, il faut se marier immédiatement. Je n'ai pas le temps de se balader comme ça avec vous. Alors elle a dit, oui, bon, après que nous allons avoir le BA, on va aller à Paris. Pour étudier là-bas. Et ça, c'était une décision très importante pour moi, je pense, de connaître la culture française, parce que la majorité d'Israéliens étaient étaient virés vers l'anglo-saxonne, parce que nous avons appris l'anglais. L'anglais était la langue, et puis il y avait le régime britannique, etc. La majorité de nos amis ont été allés soit en Angleterre, soit en Amérique, surtout en Amérique, en fait. Et puis, nous sommes allés en France. Et à mon avis, c'était très important pour connaître la France. Parce que la France travaille sur l'histoire. L'identité française travaille sur l'histoire, sur la question historique, sur l'identité historique. Tandis que l'Amérique, c'est mythologie. C'est pour cela qu'il y a des relations assez bonnes entre Amérique et Israël, parce qu'Israël se balance entre des façons de créer son identité. D'une façon, nous ne sommes pas un peuple historique. Ça veut dire l'histoire était partout, et nous avons retourné par la mythologie et pas par l'histoire. Quand j'ai écrit Le voyage à l'an 1000, mon livre historique, je vis comment les Français ont gardé, par exemple, l'histoire de Paris à l'an 1000, avec tous les détails. C'est magnifique. Tandis que les Juifs étaient partout, ils ne préservent rien. Si demain les Juifs américains vont s'assimiler, il ne restera rien au point de vue de leur patrimoine en Amérique.
Alors, l'histoire est très ancienne juive, mais surtout, ce sont des mythologies. Alors, la façon dans laquelle les Français gardent l'histoire, la tradition de l'annale, vous savez, les revues annales des Bloch, qui était un juif magnifique. Et tout cela, pour nous, c'était très important comme un exemple. Et c'est l'Europe. Et l'Amérique, ce n'est pas bon pour nous. L'Amérique, finalement, à mon avis, non. Et l'Europe doit prendre le problème que les conflits israélo-palestiniens traînent pendant déjà 130 ans, parce que l'Amérique L'Amérique était trop impliquée, l'Europe pas assez. L'Europe est plus près des Arabes. Et vous avez dominé les Arabes, vous étiez là-bas avec les Arabes, mais l'Angleterre, la France, l'Italie, etc. Vous comprenez mieux la situation. Et l'Europe peut nous aider de faire la paix avec les Palestiniens, ou créer une sorte de modèle. Peut-être nous allons être membres aussi de la communauté européenne. L'américaine travaille avec les mythes, et surtout maintenant il y a les évangélistes qui sont très, très, très extrémistes. Et ce sont l'aide de Netanyahou, c'est eux qui incitent Netanyahou de faire ce qu'il veut. Alors, la France, important, toujours quand je viens ici, je suis maintenant, mais malheureusement, je suis seul, alors ce n'est pas... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous, on lit vos livres à Aleph Bet Yehoshua. Vous lisez quoi? Je lis évidemment les livres de mes compatriotes. Quand on m'envoie des livres, je dois réagir, etc. De temps en temps, je lis des livres qui viennent de l'étranger, mais maintenant, je lisais les fameux livres de Karl Ove. Comment il s'appelle, ce Norvégien qui a écrit son autobiographie. Évidemment, les classiques français, les classiques Balzac, toujours importants, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Je lis aussi la littérature israélienne parce que je suis obligé de réagir. Il y a des gens qui m'envoient des livres chaque fois. Évidemment, ils veulent tous savoir votre avis. Oui. Quel est le livre, s'il y a un livre qui vous a le plus marqué dans votre vie, celui que vous pourriez offrir, celui dont vous parlez autour de vous le plus? Je regrette qu'Agnon n'est pas connu à l'étranger. Agnon, il n'est pas connu. Ni en Amérique, ni en Italie. Moi, on a traduit son grande œuvre, Tmol Chichon, en italien, et moi j'ai écrit les préfaces, et puis ça n'a pas marché en Italie. Ici, je voulais même enseigner, une fois j'ai enseigné un de ses livres. Et il n'est pas connu. Il n'est pas connu assez. Mais quand même, maintenant, il y a beaucoup de traductions de la littérature hébraïque à la France, en France et partout. La question de traduction devient maintenant beaucoup plus active qu'elle était il y a... Qu'elle était à l'époque. Oui. Alors, vous relisez vos livres en français ou pas? Non. Vous voulez pas avoir les traductions. Non. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent notre radio. S'il y a des jeunes qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de vous lire, vous leur diriez de commencer votre œuvre par quel livre? Quel livre, selon vous, est le premier qu'il faudrait lire? Pour moi, les deux livres qui sont importants, que moi j'ai écrit, c'est Monsieur Mani, et puis il y a le voyage à la Mille. Oui. Parce que le voyage à la Mille, c'est quand même l'histoire de cette communauté. Et à l'époque, il y a 1000 ans, la majorité des Juifs étaient les Juifs séfarades ou orientales qui vivaient dans les pays islamistes. Et seulement 10% étaient dans les pays chrétiens. Avant la Shoah, c'était à l'inverse. La majorité des Juifs étaient ashkénazes, ça veut dire dans les pays chrétiens, et seulement 10% étaient dans les pays. Alors, ici, vous êtes dans une communauté maintenant qu'il y a la divergence entre des communautés. Alors, ça peut donner une sorte de regard. Il y a 1000 ans, et puis Paris, comment était Paris il y a 1000 ans, ici, il y a cette description. Alors, s'il veut lire, alors les deux livres seront... Et ce sera ma dernière question à Avraham Bet Yehoshua sur, on va dire, dans 50 ans, dans 100 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous et de votre œuvre?
100 ans. Qui c'est qui... Ça m'est égal, je ne sais pas. J'étais israélienne, j'ai écrit, j'ai vécu en Israël, je me sentais israélienne dans tout mon cœur, et je voudrais vraiment que les Juifs viennent et verront avec nous. Non, c'est très important, j'ai vu que la question d'Aliyah est devenue secondaire dans l'identité juive, Vous n'avez jamais voulu travailler pour l'agence juive? J'ai travaillé, j'étais secrétaire général de l'UMES, l'Union mondiale des étudiants juifs. Mais vous êtes la meilleure raison, en tout cas, pour faire une alia. Merci beaucoup, Avraham Bet Yoshua. C'était un plaisir et le tunnel vient de paraître chez Grasset. À bientôt. Merci beaucoup.